Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, enfin ce nouveau Solo d'Horizon podcast. Je sais que certains d'entre vous attendiez cet épisode depuis pas mal de temps, mais je voulais attendre quelques mois, à peu près 6 mois, trouver d'abord un équilibre pour pouvoir faire le point et continuer de vous parler de ce postpartum en toute authenticité. On va commencer par le commencement, à savoir, il faut bien parler du moment où le petit bout est sorti de mon corps. Un peu bizarre de dire ça comme ça, mais pourtant c'est très naturel. Comme je vous en avais parlé, je me sentais vraiment prête pour l'accouchement. J'avais hâte, comme beaucoup d'entre vous, la fin est assez longue, les dernières semaines ne passent pas vite, on en a marre, on peut avoir des douleurs, ça devient difficile de bouger et on veut tout simplement rencontrer bébé. Et oui. Ironiquement, comme il y a déjà quelques anniversaires de mon côté en avril, je voulais pas trop qu'il arrive en avril. Mon bébé était prévu pour le 7 mai, mais on ne sait jamais. Je lui ai donc parlé comme à mon habitude, car comme vous le savez, si vous avez écouté mes précédents épisodes sur la grossesse, j'ai passé ma grossesse à me connecter avec intention à mon bébé, afin de créer un lien et de pouvoir énergétiquement commencer une sorte d'échange avec lui. Je lui ai demandé s'il pouvait attendre, car ça me semblait être un meilleur moi, mais que de toute façon, le plus important était qu'il arrive quand lui était prêt. Du coup, le 30 avril, hop, je fais une vidéo pour Instagram où je me montre en train de faire différentes positions et activités afin de stimuler et activer l'arrivée du bébé. Ironie du sort, à 5h du matin, quelques heures après du coup, je me réveille car je sens de l'eau couler hors de mon corps. Je me dis, c'est bizarre. Mais à peine ai-je le temps de penser que des litres d'eau coulent d'un seul coup. Je fonce dans les toilettes, tout excitée de ce qui vient de m'arriver en me disant, ok, j'ai perdu les os, ça y est, ça va bientôt arriver. Il y a vraiment cette pensée de « ça y est, it's coming, baby ». Bon, ensuite, il a fallu nettoyer tout le chantier. Je dis à mon chéri de se rendormir et moi, je vais voir si je peux faire pareil ou pas. Bon, 1 heure après, à 6h30, je ressens des premières contractions arriver. Pas comme celles que j'ai tous les jours parce que j'en avais beaucoup depuis longtemps. Elles sont plus marquées, mais franchement, ça va. J'avais téléchargé une application qui s'appelle Contraction, droit au but ce nom ici, pas de surprise, pour noter mes contractions afin de voir comment elles sont éloignées et comment elles évoluent dans le temps. Au début, elles durent pas longtemps, de 30 secondes à 3 minutes, mais plutôt rare quand c'est 3 minutes. Mais encore une fois, elles sont juste inconfortables, assez pour ne pas que je me rendorme en tout cas. Je décide donc d'aller me promener, il fait super beau, il est très tôt, c'est assez peace et quiet. C'est le 1er mai, un jour férié. Je vais me balader le long du canal, je croise des joggeurs, je m'arrête de temps en temps quand ma contraction augmente, et puis ensuite je passe ma matinée à ranger un peu mes affaires, nettoyer l'appart, je me prépare la popote à emporter, bref, je continue ma routine. Pendant midi, on décide d'aller au marché, tant qu'à faire. Les contractions augmentent fortement en ce moment-là, à tel point que quand je croise des voisins ou des petites mamies qui me demandent « Quand est-ce que ça va arriver ?» je suis obligée de stopper la conversation pour respirer et me concentrer dessus. Mais je continue ma petite vie, je repapote après. C'est même rigolo parce que finalement, ça change de d'habitude. C'est inattendu. Quand je rentre de course, les choses s'accélèrent vraiment. Je commence à avoir la nausée tellement ça commence à me faire mal. Impossible de manger quoi que ce soit. J'essaie différentes positions pour m'apaiser. Au début, ça me change un peu les idées. Mais très vite, je me rends compte que ça sert pas à grand chose. J'écoute de la musique pour me connecter avec mes émotions. Ça marche un peu mieux. Je mobilise mon bassin en même temps avec une grosse babale de yoga pilates que vous connaissez sûrement. Une copine m'avait prêté un appareil d'électrostimulation pour femmes enceintes pour baisser les douleurs des contractions. C'est censé en fait activer des endorphines. Alors je joue le jeu, curieuse, j'essaye, mais en même temps je m'attends pas à grand chose. Quand j'ai des contractions, j'augmente la stimulation, puis je baisse quand les contractions se calment. Comme je vous avais expliqué lors de mes précédents épisodes sur la grossesse, j'avais décidé d'essayer d'accoucher en maison de naissance, qui est reliée à un hôpital, afin de rester en connexion avec mon corps le plus possible et littéralement d'expérimenter ce que ça fait d'accoucher naturellement. J'étais curieuse. Après, je m'étais pas mis la rate au courbouillon, ça ne sert à rien de se traumatiser. J'ai pas envie de faire plaisir à mon ego juste pour me dire que j'ai été forte, non, ça n'a rien à voir, la force c'est pas ça, la force c'est être en accord avec soi-même, s'écouter. Donc si ça ne va pas, je demande ce que l'on appelle un transfert à l'hôpital. La sage-femme là-bas nous avait expliqué que contrairement aux accouchements classiques, le travail se fait à la maison, on va pas tout de suite là-bas. Alors c'est quoi les signaux qui font qu'on est prêt à aller en maison de naissance ?
C'est le fait que la femme, elle est littéralement dans un autre monde. Elle est repliée, renfermée sur elle-même, concentrée sur son expérience avec évidemment des douleurs. Elle est plus trop en capacité de parler normalement. C'est plus j'ai une contraction et après je rigole ou je vais faire la vaisselle. Non, on est dans un autre monde, c'est compliqué quoi. Un autre indicateur qu'on va bientôt aller dans cette maison de naissance, c'est que la femme ne se sent tout simplement plus en sécurité chez elle. J'avais contacté ma sage-femme à 8h du matin pour la tenir informée. Elle m'avait dit « Ok, on se tient au courant de l'évolution ». Vers 17h, j'étais en souffrance intense. Les contractions, elles passaient plus. C'est-à-dire que ça faisait plus les fameuses vagues où il y a une contraction qui augmente et qui diminue ensuite. J'avais plutôt l'impression que l'intensité était au max la plupart du temps, ce qui était énormément fatigant et surtout très douloureux. Plus rien ne m'aidait, j'avais besoin d'aller là-bas. Je l'ai senti en fait. Mon application de contraction indiquait plus de 100 contractions à ce moment-là. Je peux vous dire, ça commence à faire pas mal. Pour ma sage-femme, elle, il y avait encore du temps, mais on y est quand même allé car je n'en pouvais plus. Je revois encore le taxi, tout content et excité le chouchou d'emmener une femme qui était sur le point d'accoucher. « Ah, moi aussi j'ai des enfants. C'est un grand moment, lalilalou !» Ça tapait la petite discute avec mon chéri pendant que femme souffrait le martyre. J'ai essayé d'ailleurs d'utiliser la vitesse sur le périphérique pour mobiliser cette énergie de contraction, ce qui était assez intéressant, assez primitif. Je crispais ma mâchoire et mes mains lors de l'accélération de la voiture pour m'aider pendant les contractions. Heureusement, c'était un jour férié parce que ça aurait pas été la même chose s'il y avait des bouchons. J'imagine même pas un vendredi à 17h sur le périph'. Oh lolo. Quand on est arrivé, c'était au Bleuet, dans le 12e pour les Parisiens. J'arrive à l'accueil et là, une énorme contraction. Je ne peux plus bouger. Je me mets sur le mur et je crie de douleur en face de l'agent d'accueil qui a dû se poser des grosses questions et pas savoir quoi faire. À moins qu'il soit habitué, c'est possible. Et là, je voyais plus grand-chose autour de moi, c'était assez flou. J'étais comme éblouie par la douleur, concentrée sur elle et mes sensations. C'était assez étrange. J'étais vraiment dans un autre monde. Je me souviens juste qu'avant de rentrer dans l'ascenseur, il y avait une famille qui sortait, avec des hommes et une maman, et celle-ci m'a vue et a vite poussé sa famille pour que je passe. Je crois qu'entre mamans, on se comprend. J'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à la maison de naissance, pourtant c'était littéralement à 15 mètres. C'était pas très loin, j'étais toujours interrompue par ces fameuses contractions. Et je me suis toujours posé la question de à quoi ressemblaient ces fameuses contractions. Bah oui, parce que tu vois dans les films comment les femmes hurlent, alors tu te demandes, ça ressemble à quoi ? Alors pour celles qui n'ont pas encore accouché, la manière dont je le décrirais vraiment, c'est que c'était des douleurs de règles, mais intensité plus fois 1 million. Et c'est tellement fort, si tu veux, que du coup, ça se répercute sur ton dos, ton ventre, tes cuisses, en fait presque tout ton corps, t'as des frissons de douleur partout, quoi. Et je suis arrivée, la sage-femme, elle m'a proposé de prendre un bain chaud pour essayer de m'aider. Évidemment, j'étais dans un tel état que ça ne servait strictement à rien. Je pense qu'un bain, ça peut être cool quand on a des petites contractions ou que l'on est à mi-parcours pour nous apaiser, mais pas quand on est autant avancé, clairement. En tout cas pour mon expérience, c'est toujours la même chose. Et j'ai trouvé que c'était encore pire dans le bain, parce que ça faisait mal quand je me crispais. C'était pas du tout confortable, j'ai vraiment pas aimé la baignoire, quoi. Alors à ce moment-là, elle me demande si elle peut m'ausculter, et là elle est étonnée, elle me dit « Ah bah oui, c'est normal que t'aies mal en fait, t'es ouverte à 8 !» No kidding. Et là je lui dis que je vais pas pouvoir tenir, je lui demande si elle peut me dire combien de temps ça va prendre selon elle. Évidemment, elle ne sait pas, elle me dit que ça peut venir vite comme ça peut être très long. Après réflexion, elle aurait peut-être dû me dire que j'étais presque au bout, que j'en avais plus pour longtemps avant de rencontrer bébé. Je pense que ça m'aurait fait tenir, alors que là, sa réponse, elle m'a fait bader et craquer directement, parce que j'ai compris que c'était pas pour tout de suite. La douleur est tellement intense, j'ai l'impression que je vais vomir, mourir, exploser, littéralement. Je décide de demander un transfert parce que c'est insoutenable. Ça ne passe plus. Alors pour le coup, c'est hyper pratique concernant les transferts, parce que la maison de naissance qui s'appelle Calme est littéralement à moins de 25 pas des salles d'accouchement. Il suffit juste de prendre l'ascenseur et hop, un étage t'y est. Sauf que ces 25 pas sont très difficiles à le faire quand tu expérimentes la pire douleur de ta vie. Au bout d'un moment, j'y arrive. Alléluia. Je suis en train de crier, je suis plus moi, je suis un animal. J'ai littéralement plus de filtre, je m'en fous, mon instinct de survie est enclenché au max. Il doit être 19h30 par là. L'anesthésiste met beaucoup de temps à venir. Je suis en train de crier dans la salle d'accouchement, elle ne vient toujours pas. Alors évidemment, elle est peut-être occupée, mais je m'en fous. Le sang s'écoule sur mes jambes, je suis ouverte selon une autre sage-femme à 10, c'est-à-dire en totalité. L'anesthésiste arrive, prend son temps. Plusieurs personnes me tiennent les mains avec le dos rond pour pas que je bouge, mais bon courage pour ne pas bouger quand tu es traversé par cette horrible douleur. Une anesthésiste absolument pas aimable, ni un bonjour, ni un au revoir, ni même une petite phrase de compassion. Elle me met la piqûre droit au but, pouf, un vrai robot. Bon, par contre, j'ai pas senti la douleur de la piqûre, mais en même temps, quand t'as tellement mal, je crois que, encore une fois, il faut savoir que le cerveau choisit son ordre de priorité. Donc bon,
Et rapidement, je n'ai plus aucune douleur, c'est vraiment le jour et la nuit. Hyper intéressant. Là, on me dit que je peux me reposer ou boire un jus. Du coup, je fais des mouvements avec mon pelvis et mes hanches sur une grosse balle pour continuer le travail quand même si je ne ressens plus la douleur. Je veux continuer à mobiliser mon corps. Je me sens tellement mieux, enfin une pause. Je souris à nouveau et je rigole même avec mon chéri. On avait pris des bougies LED pour se mettre dans l'ambiance, une petite enceinte audio pour se mettre de la musique qu'on aime bien. J'avais apporté mes chaussons Hug. Pensez à ces petits détails qui vont vous faire du bien parce qu'en plus des fois ça peut mettre du temps, surtout si vous avez cette épidurale depuis le début. On m'ausculte régulièrement, puis on me fait comprendre que le bébé n'avance pas, qu'il est bloqué. On se laisse encore du temps pour voir si le bébé avance. Je fais quelques poussées par-ci par-là, puis à 23h, je commence à avoir de plus en plus mal. Tiens, c'est bizarre, la péridurale ne fonctionne plus. Et j'ai peur de ressentir la même sensation qu'auparavant, alors j'appuie sur le petit bouton pour me redonner une dose d'anesthésie, mais ça ne marche plus. Je fais part à la sage-femme et au bout d'un moment, l'anesthésiste arrive, recommence la péridurale car ça ne marche pas. Et comme finalement il y a encore un problème, elle me met en plus un autre produit qui est censé anesthésier très rapidement. Sauf que là, mayday, je ressens plus mes jambes, la nana m'a donné une dose beaucoup plus forte, ce que je ne voulais absolument pas avoir. L'intention était si transfert d'avoir une petite dose d'anesthésie, mais pas à ce point-là. Je commence sincèrement à être très frustrée et énervée, je trouve ça injuste, on m'a pas écouté, c'est un moment hyper important dans ma vie. J'ai même pas envie d'être en position gynécologique, mais apparemment pas le choix, enfin bref, c'est la merde, ça y est, j'ai perdu le contrôle, je suis dégoûtée. Je voulais accoucher différemment, à quatre pattes ou autre, mais je comprends que je n'ai pas le choix. Donc je suis vraiment énervée, mais au bout d'un moment, je suis obligée de me concentrer sur la poussée et d'accepter ce qui se passe parce que sinon ça va encore plus me rigidifier le corps et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ça me semble long, j'essaie de visualiser que mon bébé sort de mon vagin, mais il reste coincé. Je pousse 1 heure, je ressens à nouveau mes jambes, ouf, c'est déjà ça. Et au bout d'un moment, elles sont obligées d'appeler l'obstétricienne et ses assistantes. Ça finit au forceps à la ventouse, ça me déchire le périnée comme il faut et le bébé finit par arriver en pleurant. L'image dont je me souviens à ce moment-là, à cette rencontre, c'est qu'il ne sait pas vraiment ce qui lui arrive, il ne comprend pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça a été difficile pour lui aussi, quoi. Pauvre petit cœur. Du coup, on me recoue pendant que je donne la tétée de bienvenue à mon bébé. J'ai décidé de ne pas allaiter, mais je voulais essayer au moins ça. C'était beau, agréable d'ailleurs, même si bébé pleurait beaucoup parce qu'évidemment marqué par ce qu'il venait de vivre, la naissance c'est jamais joyeux. Les heures passent, mais on est tellement dans l'instant présent qu'on ne voit rien. Il est né à minuit 20 le 2 mai, et c'est marrant parce que il se passe tellement de choses la nuit, mine de rien. Et pourtant, on le voit pas quand on est peinard dans notre lit. Tous ces gens qui travaillent, ces gens qui s'agitent, qui aident, ou ces problèmes même, ou ces femmes qui accouchent, c'est vraiment un autre monde. On me vide la vessie, 1,5 litres, c'est énorme, mais je le sens même pas. On passe beaucoup de temps à me recoudre. Pourtant, j'ai 4 points de déchirure, ce qui semble être plutôt classique, rien d'inquiétant a priori. On me remonte en chaise roulante dans ma chambre. Alors, c'était initialement pas le plan, parce que normalement, je devais retourner chez moi quelques heures après, puisque quand on accouche en maison de naissance, on repart chez nous généralement quelques heures, je crois que c'est 4 à 8 heures, enfin ça dépend, assez vite parce qu'on a encore certaines hormones et qu'on est encore en forme entre guillemets. C'est un bien grand mot quand même. Du coup, je déchante un peu, mais j'essaye de rester flexible et surtout, je suis prise d'un énorme tremblement qui va durer plus d'1 heure. En y repensant, je me demande si c'est pas mon système nerveux sympathique qui déchargeait tout le stress, c'est ce fameux stress accumulé de tout cet accouchement. Et là, on fait des petits examens, on prend la température, on te donne des serviettes hygiéniques coupées en deux qu'on congèle avec de l'eau et qu'on te met dans un sac fait exprès dans la culotte afin de calmer l'œdème. Ce que j'ai trouvé très efficace et que je n'ai pas arrêté de faire les semaines suivantes ou de demander pendant la maternité, n'hésitez pas. On peut en commander sur internet d'ailleurs, des sortes de serviettes hygiéniques en silicone ou remplies de petites billes, vous savez, qui se mettent au congélo et que l'on peut se mettre chez soi. Vraiment pratique. Effectivement, le vagin n'est plus un vagin, c'est littéralement un chou-fleur. Tes lèvres sont gonflées, c'est impressionnant. J'ai pas regardé avec une glace, j'avais autre chose à faire, mais je pense que la vision est assez impressionnante. Certaines personnes mettent de l'eau dans un préservatif à la place, by the way. Je l'ai pas testé, mais c'est censé être aussi efficace que les serviettes. Et là, c'est le début d'une nouvelle vie. Tu comprends pas encore tout à fait ce qui t'arrive. Tu n'as pas encore tout à fait atterri, tu vis dans un autre monde toujours. Tu dors à peine car de toute façon les infirmières passent te contrôler régulièrement. Mais tu es encore bourré d'hormones, donc ça va. Bébé pleure mais finit par faire une grosse nuit car il a fait beaucoup d'exercices mine de rien. Il est donc important d'en profiter la première nuit pour dormir le plus possible entre les visites des infirmières. J'ai accouché dans la nuit de mercredi à jeudi et je suis sortie de l'hôpital le dimanche. Je dois avouer que même si je n'aime absolument pas les hôpitaux, car je me sens enfermée, prisonnière, il n'y a pas d'air. C'était quand même assez rassurant pour une première grossesse d'avoir des infirmières qui passent régulièrement, de pouvoir leur poser des questions, n'importe quand, d'être un peu chouchoutée en quelque sorte en fonction de sur qui tu tombes, et puis peut-être de te sentir un peu moins seule face à cette découverte de la maternité, quoi.
Par contre, alors la nourriture dans les hôpitaux, comme d'hab, je la comprendrai jamais. Oh my god. Du coup, mon chéri me commandait pas mal de Deliveroo afin que je nourrisse mes cellules et me fasse du bien. J'avais d'ailleurs préparé des plats à emporter le matin de mes contractions. Mais d'un autre côté, j'avais pas trop faim non plus. J'étais occupée à atterrir dans ma nouvelle vie. J'avais pris des jus des jus verts pour au moins nourrir mes cellules. Les jours à l'hôpital sont passés assez vite, mais en même temps ça paraissait être une éternité comme je ne bougeais pas. On essayait de dormir ou faire la sieste quand on pouvait. On s'occupait de notre bébé et on apprenait à le connaître. C'était vraiment un moment hors du temps. On était rassurés parce que les docteurs qui passaient nous expliquaient que tout allait bien, alors forcément ça fait du bien à entendre. On le nourrissait régulièrement, très régulièrement au biberon. T'as un peu l'impression que c'est tout le temps d'ailleurs. Mon chéri faisait pas mal d'allers-retours chez nous pour aller chercher des affaires ou pour faire des photos parce qu'on avait un passeport à faire pour bébé, parce qu'on partait 2 mois et demi après, et ça c'est important à le savoir. Si vous voulez partir dans les mois qui arrivent, il faut le passeport pour l'étranger, et donc je vous conseille de faire les photos dans les jours qui arrivent. Vous pouvez prendre rendez-vous dans des agences photos ou vous savez dans les galeries marchandes. Pas chez vous les photos. C'était un peu dur d'ailleurs de voir mon chéri partir et être libre pendant que moi j'étais coincée dans cet hôpital. Ça c'est mon histoire à moi, hein. Je sais qu'il y a des nanas qui adorent, moi personnellement c'est pas du tout mon trip de rester à rien faire. Ironie du sort, j'envoie une photo de mes pieds avec le fond de la chambre d'hôpital à ma sœur, et ma sœur m'envoie pratiquement à quelques minutes près la même photo car elle se faisait une fonction ovocytaire le même jour. Assez symbolique ce moment entre twins, et ma mère qui était d'ailleurs avec elle et qui a compris évidemment la photo en la voyant s'est évanouie. Bref, trop d'émotions. Concernant les effets secondaires, j'avais une grosse montée de lait, mais j'avais prévu avec ma nutrithérapeute des plantes et de la phyto pour que ça ne monte pas trop. Du coup, c'était douloureux. J'avais l'impression d'avoir des seins refaits, mais c'était pas mal. J'aimais bien cette impression d'avoir des nénés, c'était sympa. J'avais également des contractions pour que mon utérus reprenne sa forme qui commençait, mais c'était pas douloureux pour moi. Il me semble que ça l'est plus pour les futurs enfants qu'une femme peut avoir. Je crois que plus tu as des enfants, plus les contractions de l'utérus vont être puissantes. Dans les premières heures après l'accouchement, c'était pas facile de faire pipi parce que en fait, tu sens pas grand-chose étant donné la taille de l'œdème. Alors imagine même pas quand vient l'envie de faire caca. Ce qui heureusement arrive souvent plusieurs jours après. Donc tant mieux, on a un petit peu de temps. J'avais assez peur de mon côté, sachant que ma déchirure allait du vagin à l'anus, je crois. Même si ce n'était pas ce que l'on appelle un périnée complet. Mais dans ces cas-là, petit conseil, il faut vraiment manger plein de fibres, faire des boissons avec du psyllium par exemple, ça marche bien, afin d'aller à la selle régulièrement et plus facilement. Et surtout, ne pas pousser. Respirez bien. Vous inspirez en gonflant le ventre 5 secondes, vous bloquez 5 secondes et vous expirez 5 secondes. Vous faites ça plusieurs fois. Vous pouvez parler à votre corps aussi pour vous focaliser sur l'ouverture du rectum. Voilà, chaque chose, le mind body, ça marche bien quand même. Je vous le conseille. Alors comme le titre de cet épisode s'appelle « Mon 4e trimestre de grossesse en toute authenticité », let's do it. Ça n'est pas connu, mais il faut savoir qu'il est normal de beaucoup péter les jours qui arrivent. Pourquoi ça ? Parce que les intestins ont été bien serrés et compressés par le bébé pendant des mois. Il y a eu de la rétention d'air dans le tube digestif, et quand ils reprennent leur place, l'air doit sortir. Coucou la bonne putréfaction. J'ai vécu ça, c'était glorieux. Ouf, un moment de joie. J'avais une amie ostéopathe qui est venue me voir 2 jours après l'accouchement pour moi et mon bébé, ce que je recommande d'ailleurs si vous pouvez, ou en tout cas les jours qui suivent l'accouchement, car un accouchement n'est jamais facile, et je ne pouvais pas contrôler mes gaz. Je vous jure qu'après un accouchement, on n'a quand même plus trop de dignité. Entre toutes les personnes qui voient votre vagin, l'état de votre vagin chou-fleur et les flatulences, sans compter le fait qu'on peut plus se retenir, ça n'est pas jojo. Au départ, je me demandais ce qui se passait, et puis 2 infirmières sont venues me voir pour me demander si j'avais des flatulences. Je leur ai dit oui, j'ai des flatulences. Et elles m'ont rassurée en disant que c'était normal. Je ne savais pas, donc je préfère vous prévenir. Ce qui était frappant les premières semaines, c'est que si j'avais envie d'aller à la selle, il fallait que j'y aille dans les 10 secondes, car ça ne pouvait pas attendre. Mon périnée ne fonctionnait plus, il était blessé, agrandi et faible. Heureusement, ça revient. Alléluia. Parlons des visites à la maternité. Personnellement, personne, sauf mon ostéopathe et ma sage-femme de la maison de naissance, n'est venu à la maternité. Je n'en avais pas envie, j'avais envie d'atterrir et de découvrir mon bébé avec mon homme. Il faut vraiment vous respecter ici, c'est important. Si vous n'avez pas envie de recevoir votre famille, c'est votre décision et c'est tout à votre honneur. Votre famille pourra le voir quelques jours plus tard. Ce qui me fait penser au fait que le lendemain de mon accouchement, ma sage-femme est venue me rendre visite, ce qui me fait plaisir et j'étais assez surprise. Et quand je parle de la sage-femme, c'est la sage-femme de la maison de naissance. Parce qu'elle m'a dit que si ça avait été mon 2e bébé, j'aurais sûrement accouché dans la demi-heure et que j'étais en pleine phase de désespérance quand je suis arrivée à la maison de naissance. C'est une étape qui est, je cite, naturelle et même physiologique. C'est-à-dire que peu avant la naissance de votre bébé, se produit une énorme décharge d'hormones, notamment d'adrénaline, que l'on appelle catécholamine. Ces hormones vont avoir pour effet de déclencher les dernières contractions, fortes et efficaces, pour expulser le bébé. Et c'est là où la future maman se met à douter.
à douter très fort, en mode « j'y arriverai jamais, c'est trop dur, je m'arrête là, j'en peux plus, je vais mourir, aidez-moi, faites-le sortir, etc. » J'étais en plein dedans, clairement. Et c'est dommage parce qu'en fait, j'aurais aimé faire l'expérience jusqu'au bout, mais j'en étais plus capable. Je ne suis absolument pas contre la péri, la preuve, je l'ai faite. Et encore une fois, il faut se respecter. Mais je voulais travailler avec mon corps et sentir, guider mon bébé jusqu'au bout. Et je pense que le lendemain, j'étais assez triste. Même si j'étais jurée de ne pas me juger là-dessus, il y a forcément une partie de moi qui avait son deuil à faire parce que j'avais pas fait comme je le souhaitais. Et je pense que souvent, les accouchements, c'est pas ce que tu veux. Donc prenez du temps pour parler de ça. Prenez du temps pour ressentir vos émotions, la tristesse, la frustration, la colère. C'est hyper important pour votre chemin de convalescence. Mais c'est vrai que, effectivement, les jours suivants, j'avais des petites réminiscences de deuil qui arrivaient de temps à autre. Car je pense que mon accouchement et mes séquelles auraient vraiment été différentes si j'avais pas eu la péri, ni la péri ratée, puis la péri double dose. C'est souvent comme ça, je sais, notre accouchement se passe rarement comme prévu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'émotion à ressentir quand même, encore une fois. Ça m'arrive de ressentir l'émotion même 6 mois après quand je repense à ce moment-là, c'est pour vous dire, notamment en vous en parlant. Alors, quelques petits trucs pour vous sentir bien lors des jours à la maternité. Faites votre liste de choses à amener avant. N'oubliez pas les petits trucs qui vous font du bien. Vos biscuits préférés, un gel douche avec une odeur qui fait vraiment du bien. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'était mon petit bonheur de sentir bon. Les fameuses bougies, les chaussons, les plaids, l'enceinte, des films téléchargés que vous avez envie de voir et qui vous font du bien. Misez dessus, ne sous-estimez pas leur importance. Nous, le dimanche, on avait la possibilité de sortir. Ça m'a fait du bien parce que j'avais pas marché depuis quelques jours, ni senti l'air, et l'air, c'est tellement important. Et comme je suis quelqu'un qui a la bougeotte, ça commençait à devenir un peu difficile. Les seuls pas que j'avais faits, c'était pour aller chercher mes serviettes hygiéniques remplies d'eau congelée à littéralement 45 secondes de ma chambre. Sauf que ces 45 secondes se transforment en 3 minutes parce que je marchais tel un zombie ou un canard lent. Je me suis d'ailleurs piqué un fou rire, un moment parce que je marchais pour aller là-bas. Et je me retourne et je vois une jeune femme qui venait également d'accoucher, qui marchait exactement de la même manière que moi, en canard, à 2 à l'heure. J'avais l'impression de faire un remake de film de zombies, c'était assez bizarre comme moment. Bref, mes petits tripes à moi. Alors, le postpartum qui commence vraiment. Et oui, parce que les semaines qui ont suivi ont été, je trouve, musique des violons, les plus difficiles. Comme je sais que mon accouchement avait été un peu hardcore au niveau de mon périnée, et comme j'étais informée sur les possibilités de descente d'organes, ce que l'on appelle des prolapsus, car il n'y a plus grand-chose qui les retient le temps de la convalescence, je voulais appliquer la règle du 5-5-5-5, c'est-à-dire 5 jours allongés au lit, 5 jours assises sur le lit, 5 jours autour du lit et 5 jours autour du pâté de maison. C'est une très vieille règle et c'est ce que conseillent beaucoup les sages-femmes qui sont conscientes de l'importance de la physiologie et de l'impact que cela a sur le périnée de la femme qui vient d'accoucher. Mais c'est également quelque chose qui se pratique énormément dans les pays asiatiques, Mexique, Maghreb, Hong Kong, etc. D'ailleurs aussi chez nous, dans l'ancien temps, ça s'appelait les relevailles. Même ma mère ne connaissait pas ce terme, je pense que ça s'est pas mal perdu. On appelle ça le mois d'or, moi j'ai plutôt trouvé que c'était un mois de merde, mais bon, chacun son appellation. Alors je l'ai fait, cette petite règle du 5-5-5-5, mais d'autres personnes vont rester au lit pendant 40 jours. Par exemple, on va leur faire à manger, les mères, les cousines, les tantes vont visiter la nouvelle maman qui, elle, va juste penser à se reposer et s'occuper de son bébé. C'est vraiment un moment particulier où tout est ouvert, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus rien qui retient vraiment les organes. Il est donc important de ne pas recourir au bout de 2 semaines, comme certaines l'ont fait, de marcher trop longtemps ou de s'activer trop vite. Après, on est toutes différentes et certaines femmes ont peut-être fait ça sans avoir de soucis. Tout dépend encore une fois de l'accouchement et de la grossesse qu'on a eu, peut-être de l'âge, de plein de facteurs. Appliquer le 5-5-5-5, c'était un choix à faire qui a été compliqué, car finalement, mais je le savais en même temps, ça m'a beaucoup déprimée. Comme vous le savez, comme j'ai été handicapée 4 ans, il m'est très difficile de rester dans mon appartement sans rien faire pendant longtemps. Je suis quelqu'un de très active et sportive en plus, j'aime bouger mon corps, sentir l'air sur ma peau. C'est une liberté que je ne considère pas comme acquise et moralement, c'est tombé pendant la chute d'hormones. Mon baby blues a été bel et bien présent et a même duré plusieurs semaines. Et là, c'était dark. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, je le vivais super mal, j'étais très déprimée, ma vie était un jour sans fin pas fun, je pleurais beaucoup. Avoir des groupes de soutien, notamment des groupes de personnes qui avaient accouché le même mois que moi sur WhatsApp grâce à la maison de naissance par exemple, mais tu peux en trouver sur Facebook ou des applications ou des forums, ça m'a beaucoup aidé pour le moral. Je savais qu'elles comprenaient ce que je vivais. Je vous conseille vraiment de tester si vous en ressentez le besoin. C'est beau, des mamans qui s'aident entre elles et qui se comprennent. Les moments que j'aimais également, qui me faisaient sortir de ma vie, que je ne trouvais pas fun sur le moment, c'était de regarder des séries quand j'en avais le temps, ce qui n'était pas souvent, ou de suivre des conférences sur Skype sur des sujets qui m'intéressent. J'avais l'impression de retrouver un peu de semblant de vie normale et ça me faisait du bien.
C'est ce qu'on appelle activer la partie ventrale de notre système nerveux parasympathique. C'est donc la connexion, c'est hyper important. Ce qui m'a sauvée, c'est la visite des proches et de ma sage-femme qui est passée 2 fois, ça faisait une bouffée d'air. Elle m'a d'ailleurs retiré des fils de ma déchirure que je trouvais trop serrés, ça me faisait un peu mal. N'hésitez surtout pas à vous faire couper des fils si vous sentez que c'est trop serré et que vous avez l'impression que ce n'est pas normal. Ils peuvent serrer beaucoup trop et cela peut engendrer des douleurs plus tard, alors be careful. Be careful. Concernant la visite des proches chez soi, là encore, cela dépend vraiment des personnes, mais il est important de se respecter. Repeat after me. Certaines n'ont pas de super bonnes relations avec leurs parents. Dans ce cas-là, je ne vous conseille surtout pas de les avoir, plus que pendant le goûter une fois par exemple. Sans compter que certains arrivent chez toi et pensent que en fait, tu vas les assister, leur faire un goûter parfait ou même tout ranger, etc. Bah non, en fait, ce n'est pas possible. Non, niet, nada, nein, nicht. Ici, c'est l'inverse. S'ils viennent, c'est surtout pour vous aider d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le moment de se forcer, mais de penser à soi. Moi qui m'entends très bien avec ma famille, c'était le jour et la nuit sur mon moral. Le fait d'avoir de l'amour et de l'aide de ma maman et de ma sœur, j'ai pu me confier à elles, avoir du soutien psychologique. Elles se sont occupées aussi du bébé, elles ont cuisiné pour moi, mon chéri m'a beaucoup aidé, il était dans l'intendance. Ça a vraiment été important. À tel point qu'après 6 semaines post-naissance de mon bébé, d'ailleurs, je suis partie pratiquement tout le temps jusqu'à septembre. En ce qui nous concerne, on a amené bébé rapidement à droite à gauche. On a profité du fait que c'est un bébé qui ne marchait pas, qui dormait beaucoup, pour partir dans le sud de la France, en Bretagne, à Majorca. Bon, Majorque, c'était un peu chaud parce que c'était en août. Ou en Champagne-Ardenne. Bref, en tout cas, on l'a même emmené au JO avec un casque pour ses oreilles, au resto. Respectez votre mode de vie. Si vous aimez sortir ou voyager, essayez. Ne vous arrêtez pas de vivre car après, vous allez vous sentir moins bien et bébé aura peut-être du mal à changer de ses habitudes. J'ai tellement bougé que j'ai eu une phase d'ailleurs où j'ai rejeté mon appart, qui est pourtant très cool. Mais mon chez-moi était synonyme de danger pour mon système, ayant passé 6 semaines difficiles. Du coup, pour mon inconscient, c'était forcément mieux chez les autres. Ça m'a donc fait beaucoup de bien d'être ailleurs, en famille ou avec les amis. Ça sonnait plus vacances que postpartum, et ça m'a vraiment redonné de l'énergie et des good vibes. Par contre, un conseil, ne prenez pas de décision en postpartum. Pas de décision hâtive, on a dit. Car vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous êtes assez vulnérable et dans ces moments-là, il ne faut pas prendre de décision. Par exemple, j'avais réellement envie de déménager à Reims, là d'où je viens, proche de mes potes ou même de mes parents. Même à la campagne, j'avais envie de bouger, j'avais un fort rejet de Paris et de là où j'habite, c'est-à-dire Pantin. J'étais consciente cependant que ce n'était probablement qu'un passage et effectivement, maintenant, je me sens à nouveau en confiance chez moi, j'adore toujours mon appart, mais ça a mis quelques mois à revenir. J'avais quand même une grosse pulsion et c'était un peu une erreur. Refaire mon salon, revendre mon canapé, ma table de salon, mes fauteuils car je les supportais plus, c'était plus possible, j'aimais plus la couleur bleue et j'avais réussi à convaincre mon chéri qui lui n'avait pas trop envie mais en même temps le pauvre chouchou il avait pas trop le choix. On en a racheté un mais qui était beaucoup trop gros. Mon chéri a passé 2 heures à le repréparer pour le renvoyer. Enfin, je vous raconte pas la scène. Du coup, 6 mois après, on n'a toujours pas de canapé et on n'a pas eu le temps d'en rechercher un sympa. Mais au moins, bébé a de l'espace sur son tapis de vie. Que je vous conseille d'ailleurs, c'est de la marque Mésamé Paris. Prenez une couverture imperméable si votre bébé a du reflux ou qu'il bave, c'est très pratique. Un autre conseil, achetez les fringues sur Vinted ou d'occasion, car effectivement, et ça va pas vous servir longtemps. On en a récupéré beaucoup de la famille de mon chéri, sur Vinted où on achète par lot, et quelquefois on achète dans des magasins quand on craque sur un vêtement, évidemment. Parlons un petit peu des outils que j'ai utilisés en postpartum. Prenez des notes, mes chers. Je ne pouvais littéralement pas m'asseoir, ça me faisait très mal sur la cicatrice et encore plus sur le sacrum et le coccyx, on n'en parle pas trop. J'ai fait pas mal de séances d'ostéopathe et mes douleurs de sacrum coccyx se sont beaucoup réduites en un peu plus d'1 mois et demi, je crois, ce qui est long quand même. J'ai d'ailleurs toujours un petit peu mal sur le coccyx, mais ça fait suite à mon accouchement. L'ostéopathie, c'est votre ami. Si vous avez un bon ostéopathe pas trop loin de chez vous, allez-y. J'allais dire courez-y, mais non, tu peux pas courir après l'accouchement. C'est une véritable épreuve, l'accouchement pour votre corps. Mais aussi l'allaitement, donc n'hésitez pas. Pour réduire l'œdème et cicatriser la déchirure, tu peux t'aider de plusieurs choses. Je faisais des cataplasmes d'argile verte et d'huile essentielle d'hélicryse et camomille noble. C'est-à-dire que sur une compresse, je mettais une cuillère à soupe d'argile verte, puis je mettais 5 gouttes d'hélicryse et 5 gouttes d'huile essentielle de camomille noble. Je renfermais ensuite avec une autre compresse et je mettais ce petit sandwich sur ma serviette hygiénique dessus, 3 à 4 fois par jour. Tu peux aussi sur une serviette hygiénique postpartum ou une culotte mensuelle faire 4 cercles verticaux d'huile végétale de rose musquée et dans chaque cercle tu mets une goutte d'hélicryse italienne que l'on peut appeler aussi immortelle d'ailleurs. Tu peux le faire 2-3 fois par jour, teste quand même au préalable pour être sûr que tout va bien et que tu n'as pas de réaction et tu peux le faire jusqu'à temps que tu n'en ressentes plus le besoin. Il y a aussi une infusion de thym et de prêle et de romarin que tu peux garder au frigo et quand tu vas faire pipi, tu te nettoies la vulve ensuite avec une compresse trempée dans cette préparation.
Certaines mettent leur propre lait sur leur serviette hygiénique, le lait ça sert à tout, même sur les tétons, pour cicatriser. Vous pouvez continuer de passer vos serviettes hygiéniques sous l'eau et les congeler. Vous pouvez aussi également les imbiber d'eau florale d'Amamélis. Moi j'avais un spray et je mettais cette eau florale directement downstairs après chaque passage aux toilettes. Vous pouvez de même mettre de l'eau florale d'Hélicrise plutôt que de l'Amamélis. Essayez. Moi j'alternais, j'ai également mis de l'aloe vera pour apaiser, je mettais les deux d'ailleurs. J'avais acheté avant mon accouchement le kit postpartum de Mamacitas, mamacitasbox.fr, ou on dit Mamacita, je sais pas, j'ai fait allemand LV2 moi, qui contient 20 maxi-serviettes hygiéniques saines, 10 shorties lavables noirs que j'ai trouvé top et confortables, plutôt qu'un vieux filet qu'on te donne à la maternité, un pchit pour la toilette intime, un gel d'aloe vera bio pour la cicatrisation, un hydrolat Amélis bio pour apaiser les zones douloureuses. Ils font aussi un kit d'allaitement et des poches de gel froid spécial néné qui peuvent s'avérer plutôt pratiques. Bref, j'ai tout utilisé et je vous le conseille, surtout que le pchit pour la toilette intime est hyper important parce qu'on met de l'eau dedans et on se rince avec cela plutôt que de s'essuyer avec du papier si ça fait mal. Je l'ai utilisé assez longtemps, c'était frais, ça faisait du bien. Au niveau des crèmes, il existe aussi la marque Melicare qui est intéressante à la fois pour les crevasses du mamelon dues à l'allaitement, mais également pour la cicatrisation des plaies du périnée, épisiotomie et déchirure, et les sutures de césarienne. Une autre marque, Lanzino Bio, LANSINOH, Lanzino Bio, Régénération Spray Post-Naissance Bio, peut-être aussi vous intéresser. Si vous ne bougez pas, je vous conseille de continuer à porter les bas de contention pour votre circulation. Moi, j'ai continué pendant 6 semaines postpartum et quand je remarchais davantage, j'ai arrêté. Bien-être. Certaines femmes avec qui j'ai parlé portaient leur ceinture physiomat par exemple, après la naissance pour maintenir leur bassin/sacrum. D'autres utilisent des coussins de coccyx pour ne pas avoir mal en s'asseyant, mais il semblerait que ce ne soit plus trop conseillé puisque dans ce coussin rond, en fait, il y a un trou au milieu et donc du vide, ce qui pourrait augmenter l'œdème, mais encore une fois, il faut tester. Ça peut marcher pour beaucoup pour au moins manger en famille plutôt qu'être allongé, mais ne pas en abuser. Connaissez-vous le rituel Rebozo ? D'autres femmes vont se faire un soin Rebozo avec des doulas afin de resserrer le bassin et clore le chapitre de l'accouchement. Alors le soin Rebozo, c'est un soin ancestral provenant du Mexique qui vise à soulager les femmes enceintes ou les jeunes mamans. Il consiste en un massage enveloppant et une série de serrages du corps avec un tissu Rebozo qui aide à relâcher les tensions, recentrer l'énergie et offrir un moment de détente. Je l'ai testé également, c'était un moment doux et symbolique de fermeture de ce chapitre, je vous le conseille. J'en aurais bien testé plusieurs avec différentes doulas d'ailleurs. Il existe aussi des soins qui durent 3 heures avec 2 doulas. Je ne l'ai pas fait, mais si j'avais pu, j'aurais foncé. Au niveau de la nourriture, j'avoue que j'avais pas très faim. Je me forçais quand même parce que mon corps avait évidemment besoin de récupérer. Très peu de choses me donnaient envie, c'était limite pire que mes pulsions de grossesse, mais évidemment ça allait avec mon baby blues. Pratiquement tout ce que je mangeais habituellement ne me donnait pas envie. Alors on faisait des œufs brouillés histoire d'avoir des protéines. J'avais commandé des bouillons de poulet curcuma de la marque Nubio. Ma mère m'en avait fait également histoire d'absorber pas mal de collagène pour aider à la cicatrisation et au renforcement des tissus. On dit que ça limite la perte de cheveux également. De manière générale, je prends du collagène en poudre pratiquement tous les jours. Je me suis fait pas mal de ce que l'on appelle des overnight oats. Vous savez, des flocons d'avoine avec des graines de chia, de la maca, du lait de coco, de la protéine et du collagène que l'on fait infuser toute la nuit ou plusieurs heures. Je misais à fond sur les légumes également. Bref, ça va de soi, mais une bonne nutrition de qualité pour retrouver sa forme et nourrir/aider ses tissus. On peut d'ailleurs commander des plats post-naissance sur internet. Beaucoup de doulas en font, mais ça coûte cher. Le mieux est de congeler. Moi, je suis pas fan du goût que ça a, perso. Ou d'avoir des proches qui te mijotent des petits plats parce qu'il y a de l'amour en plus. Malaise. Alors, le truc moins cool qui m'est arrivé par contre, c'est que j'ai fait un malaise vagal 10 jours après l'accouchement. Et je suis tombée en me prenant la rambarde de mon duplex sur mon front, puis le menton sur le sol en tombant par terre violemment comme une crêpe. 9 points de suture, les pompiers sont arrivés, mon chéri a cru que j'étais morte et ça m'a valu un petit aller-retour à l'hôpital où je suis restée presque 7 heures toute seule dans une pièce car pas assez de personnel. Joie in my heart. Ça ne m'a pas aidé sur le moral à long terme, mais ça aura eu le mérite de me faire sortir un petit peu de ma routine parce que j'ai pu faire un petit voyage dans le wagon avec des beaux hommes musclés. Et ça m'a fait sortir de mon quotidien. J'avais des bouts de framboise congelés dans les cheveux et le t-shirt parce que mon mec, qui était alors évidemment en gros stress quand je suis tombée, avait dévalé les escaliers à toute vitesse, a pris le premier truc congelé du frigo, à savoir un paquet de framboises Picard ouvert. Il y en avait partout sur le drap. Les pompiers d'ailleurs ont cru que c'était du sang, mais non, ça n'était pas. Enfin si, il y en avait, mais en tout cas pas à ce point-là. Les semaines qui ont suivi se sont améliorées. Je reprenais plus de confiance dans mes mouvements, dans le fait d'être debout. Ça a pris du temps, mais j'étais plus à l'aise et au bout de 6 semaines, j'ai fait mon premier week-end hors de chez moi. Quel bonheur! J'avais l'impression de commencer à me retrouver et à retrouver une vie. Puis arriva le moment de commencer les séances de rééducation du périnée. Comme j'étais beaucoup chez ma mère, j'ai commencé 2 séances à Reims près de chez elle. La personne était très sympa, très à la cool, en me disant que tout allait bien.
Mais quand j'ai commencé ma rééducation chez ma kiné, là où j'habite vraiment, elle est spécialisée dans ce domaine, elle m'a diagnostiqué un prolapsus. Et là, je ne m'y attendais pas du tout, c'était la grande surprise pas cool. Et ce week-end-là, j'ai sombré. Moi qui étais consciente du risque de prolapse et de diastase en étant enceinte, qui avait fait attention toute ma grossesse à ne pas faire n'importe quoi avec mon périnée et à le protéger, ça n'avait pas été suffisant apparemment avec le poids du bébé, plus les conditions de l'accouchement. C'était clairement une phobie d'avoir ce problème, mais comme on dit, tu attires ce que tu aimais, alors c'est paf dans ma gueule, enfin à peu près. Alors forcément ça m'arrivait, j'avais l'impression d'une gêne entre mes jambes quand je m'asseyais, quand je marchais, je n'aimais pas non plus la sensation. Je ne l'ai pas senti tout de suite ce gène, mais 6 semaines après ou plus, quand l'œdème s'était assez réduit, je me sentais condamnée à ne plus pouvoir bouger comme je voulais, à ne plus pouvoir sauter ni courir, et je trouvais ça terriblement injuste alors que j'avais fait attention. J'avais clairement l'impression que mon corps était détruit, qu'on m'avait défoncé cette zone pelvienne, ce qui n'est pas loin d'être le cas. Je me sentais toute cassée, et par conséquent, ça a pris un peu de temps à être accepté. C'est marrant de parler de ça parce que je réalise vraiment que le schéma de l'handicap et de l'impossibilité de bouger comme je veux, c'est un pattern chez moi qui revient régulièrement et qui est très difficile à accepter. Un prolapse, pour ceux qui ne savent pas, c'est le déplacement d'un organe, souvent dans le bas-ventre, qui descend de sa position normale à cause d'un affaiblissement des muscles, ligaments ou des tissus de soutien. Cela peut toucher des organes comme l'utérus, la vessie, l'urètre ou le rectum. Les symptômes incluent une sensation de lourdeur ou de pression dans le bassin, un mal de bas de dos également pour certains cas. Mais moi, je n'avais jamais l'impression d'avoir quelque chose qui me faisait un sentiment de pesanteur. Je sentais juste que c'était pas comme d'habitude. Le truc, c'est que je suis aussi très connectée à mon corps, donc des fois, ça peut quand même vous desservir. Le prolapsus est classé en différents stades pour évaluer la gravité et le degré de déplacement des organes pelviens. On distingue généralement 4 stades. Stade 1, début de prolapsus, avec un léger déplacement de l'organe, mais pas de sortie vers l'extérieur du vagin. Ce stade est souvent asymptomatique. Stade 2, l'organe descend jusqu'à l'entrée du vagin, mais ne sort pas encore. Les symptômes peuvent inclure une sensation de pression ou d'inconfort. Stade 3, l'organe dépasse l'entrée du vagin, ce qui peut provoquer des symptômes plus marqués, comme une sensation de masse au niveau vaginal ou des difficultés lors des activités quotidiennes. Stade 4, prolapsus complet avec sortie complète de l'organe hors du vagin. C'est le stade le plus avancé et il entraîne souvent des symptômes sévères, nécessitant une prise en charge médicale urgente. Ouais, c'est pas facile. Moi, dans mon malheur, je ne suis qu'à un stade 1 selon une kiné, et l'autre me dit 1 ou 2 en fonction de la position où je suis. On n'en est pas sûr, mais vous comprenez bien pourquoi ce n'est pas top. Selon mes kinés spécialisés dans le périnée, cela touche quand même plus d'une femme sur 2, notamment pendant la ménopause. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu d'enfant qu'on est à 100% sûr de ne pas en avoir. Certaines personnes en ont un parce qu'elles ont été constipées toute leur enfance, et elles ne s'en rendent même pas compte. J'avais pas mal de discussions avec mes 2 kinés, et je disais j'en ai 2 parce qu'une est enceinte et va bientôt partir. Et j'avais pas mal de discussions avec mes 2 kinés, j'en ai 2 car l'une est enceinte et va bientôt partir, parce que je me sentais assez seule dans cette expérience, j'avais l'impression d'être un cas limite rare, car quand je parle avec des femmes qui ont été enceintes, j'en entends jamais parler, on ne parle pas non plus de béance, et je ne connais que 2 personnes qui ont eu ce problème de prolapse. Et mes kinés me disaient que beaucoup de femmes n'en étaient pas conscientes, qu'elles avaient vu des sages-femmes par exemple pour leur éducation, et que toutes ne sont pas bien formées sur le sujet, ni les gynécos d'ailleurs, ou alors que ces jeunes mamans n'étaient tout simplement pas vraiment connectées à leur corps, ni sportives, et donc n'y pensaient pas. Par exemple, une patiente était arrivée dans le cabinet avec l'urètre qui sortait, et elle ne s'en rendait même pas compte. Une autre, pour le coup, sentait que quelque chose n'allait pas. Ça faisait 2 ans qu'elle enchaînait la rééducation avec différentes sages-femmes, et personne ne lui avait dit qu'elle avait un prolapsus. Alors évidemment, toutes les sages-femmes ne sont pas comme ça, bien entendu, mais c'est important de 1, s'écouter, car on le sent quand quelque chose ne va pas, apprenons à nous faire confiance, et 2, être sûr que les personnes que l'on voit sont bel et bien compétentes. 6 mois plus tard, je ne dirais pas que je suis au top du top, je dirais à 50%, 60%, parce qu'avant, je me posais aucune question, je me sentais bien dans mon corps, je pensais pas à cette zone, je pouvais faire plus ou moins tous les sports que je voulais, les abdos, les crunchs, les sit-ups, je pouvais courir, sauter, éternuer comme je voulais. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, je suis pas confortable, j'ai peur aussi. Mais cela dit, ça va mieux. Il n'y a pas que le prolapsus qui m'ennuie et on peut confondre tout ça, parce qu'en fait, il y a également la cicatrice qui peut poser problème. C'est un ensemble de facteurs et c'est important de le savoir. J'ai en effet une cicatrice qui est liée à la déchirure, qui a mis du temps à aller mieux et à devenir moins sensible. Je pense que c'est ça qui me gênait le plus et que je sentais le plus en m'asseyant au début. C'était pas confortable. C'est d'ailleurs très important de la masser régulièrement, soit par la kiné, soit par soi-même, même si je préfère vraiment que la kiné, c'est plus précis. Il y a une machine aussi, la TCAR thérapie, acronyme de transfert énergétique capacitif et résistif, qui est une technique de soins basée sur un courant électrique qui transfère l'énergie en profondeur à travers les tissus de notre corps humain en déclenchant un effet biostimulant. En gros, ça favorise les échanges cellulaires et c'est censé permettre d'améliorer le processus naturel de cicatrisation.
Ça peut être utilisé pour diverses raisons, y compris l'endométriose, la déchirure et le prolapsus, et bien sûr pour les muscles en général. Pour le prolapsus, ça favorise la stimulation de la circulation sanguine dans cette zone et ça contribue à renforcer les muscles et les tissus qui soutiennent les organes pelviens, ce qui va améliorer leur fonctionnement et leur position tout en soulageant la douleur ou l'inconfort. Alors je peux pas vous dire pour l'instant parce que je ne l'ai testé que 3 fois, mais je vais continuer. Il faut savoir qu'il existe également des programmes online pour améliorer son prolapsus, tels que Oh My Peri, prendre soin de son périnée en ligne, ou en anglais Restore Your Core. Il y a aussi Vagina Coach sur Instagram qui est intéressante. Pour l'instant, je me focus plutôt à bien travailler le transverse, travailler mon périnée avec notamment la sonde PeriFit, que je trouve super sauf quand la calibration marche mal, mais sinon c'est assez ludique, tu insères une sonde et tu joues à des jeux vidéo sur une application avec ton périnée. Pas mal, pas mal. Ça passe plus vite que de le faire sans rien, je trouve, et ça permet de bien renforcer ton périnée faiblard. Il existe des méditations également pour lâcher prise ou renouer avec son périnée. Pas mal de livres également si cela vous intéresse, car bien souvent, le périnée est trop contracté, ce qui fait qu'il s'affaiblit avec le temps et tient moins bien les organes. Il est important d'apprendre à bien le relâcher pour pouvoir mieux le contracter, message qui concerne les sportifs notamment. Beaucoup de sportifs ont d'ailleurs des problèmes de prolapse. Hormis le prolapse, je pense que finalement, ce qui me gêne le plus en réalité, c'est le fait que j'ai aussi une béance vaginale. Difficile de savoir ce qui gêne le plus. Si ça se trouve, je n'aurais pas de béance, je ne sentirais pas mon prolapse. C'est du moins la suspicion de ma kiné. Mais effectivement, au départ, je pensais vraiment que c'était mon prolapse, mais à mon avis, c'est plus la béance qui m'ennuie. Nota bene, c'est quand même un mot que je trouvais assez laid, mais cela indique que mon tuyau est plus ouvert qu'avant, moins étroit, d'où la sensation inconfortable que je ressens, plus que le prolapse en réalité. Ça fait une impression de c'est trop ouvert quoi. C'est plus ouvert qu'avant. Une personne me disait qu'elle avait aussi ces sensations comme pas mal de femmes et que quand elle faisait du yoga, elle faisait ce que l'on appelle de manière très sexy des pets fouf, c'est-à-dire des proutes vaginaux. Je n'en ai pas, mais en tout cas c'est très inconfortable et du coup je suis en train de me renseigner sur la technologie des lasers, notamment le laser Erbium YAG Fontana, qui est censé induire un remodelage collagénique et la synthèse de nouvelles fibres. On parle également de la machine Prolaplase qui permettrait de resserrer le tissu et contracter le canal vaginal. Traduction, ça te resserre le tuyau. D'autres personnes sont à l'aise avec un PCR qui est un objet en silicone en forme d'anneau, de cube, de disque ou autre que l'on met dans le vagin pour soutenir ses organes. Ça permet aux femmes de courir ou sauter ou même juste marcher sans être gênées. Voilà pour cette partie liée au périnée. C'est une partie qui est importante dans la vie d'une femme, même si avant d'avoir un enfant on n'y pense pas forcément. Dans tous les cas, toutes les femmes sont différentes, certaines ne sentent aucune différence, d'autres sont davantage gênées par leurs tétons, d'autres par leurs cicatrices, d'autres par une sensation de lourdeur ou de faiblesse, d'autres par leur dépression postpartum, et d'autres rien du tout. En tout cas, il existe des solutions et il est vraiment important de trouver une bonne kiné ou un bon kiné comme je vous ai dit. La première kiné que j'avais vue, très sympathique ma foi, n'a même pas décelé mon prolapse. Ou en tout cas, elle pensait que c'était un truc physiologique qui, selon elle, toutes les femmes ont au départ. Je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste. Ce qui veut dire que si j'avais continué avec elle, j'aurais probablement réalisé quelques séances et ça se serait terminé sans que je me sente vraiment bien. Je continue actuellement avec mes kinés et c'est pas prêt d'être terminé pour le moment, affaire à suivre. En tout cas, au niveau de mon corps, j'ai eu plutôt de la chance car je n'ai pas eu de vergéture, je n'ai pas pris de poids, mais ça c'est surtout une hygiène de vie, et mon ventre avait déjà vraiment réduit en une semaine. Certes, il était tout mou, les abdos étaient très faibles, mais j'étais vraiment impressionnée par la puissance de rétablissement et de guérison du corps. Alors l'allaitement dans tout ça. Alors comme je vous le disais, je n'ai pas choisi d'allaiter, je pense que c'est une pratique superbe qui probablement renforce le lien avec le bébé et qui est évidemment très naturelle. Quand ça marche, les mamans adorent, elles ont même du mal à arrêter, on parle du fameux milk blues. Je trouve ça fantastique que notre corps puisse créer de quoi nourrir notre bébé, c'est génial et impressionnant, mais j'ai pas voulu tester pour plusieurs raisons. La première étant qu'être la seule à nourrir le bébé, et ce constamment, me paraissait trop contraignant, parce qu'un bébé au début boit à intervalles très courts, moins d'1 heure et demie. Moi qui ai eu des problèmes d'insomnie, et sachant qu'après la grossesse et l'accouchement, j'aurais besoin de plus de repos possible, je ne voulais pas m'embarquer dans cette aventure, mais plutôt optimiser mes chances de me reposer, tout en travaillant à deux, avec mon chéri, main dans la main si je puis dire, car effectivement, certains papas ont moins de lien avec leur bébé, car il est toujours avec la maman. Le deuxième est que c'est souvent compliqué d'allaiter. Alors certes, il y a vraiment des solutions, j'ai beaucoup de copines qui ont énormément galéré, mais qui ont fini par y arriver, d'autres ont quand même dû abandonner, mais je n'avais pas du tout envie de me rajouter une charge mentale supplémentaire, je voulais faire au plus simple. Santé mentale avant tout. Il faut savoir que les problèmes d'allaitement entraînent souvent trop de culpabilité. Beaucoup de mères pensent qu'elles sont de mauvaises mères parce qu'elles n'y arrivent pas, ou parce qu'elles n'ont pas assez de lait, ou autre. Je n'avais pas du tout envie de m'embarquer là-dedans, car je sais à quel point les bébés ressentent le stress, donc si je pouvais avoir une source de stress en moins, tant mieux.
De toute façon, j'ai été claire avec moi-même. Je ne voulais pas incarner la maman qui se sacrifie pour tout. C'est pas mon truc. J'ai déjà eu une enfance et une adolescence compliquée. J'ai déjà donné, merci. Maintenant, j'ai besoin de penser à moi et cela me semble être important pour être une bonne mère. Et je suis encore aujourd'hui dans des groupes WhatsApp de ma maison de naissance. Je vois encore, 6 mois après, les femmes galérer littéralement avec leur bébé et l'allaitement ou le passage au biberon ou carrément le passage à la crèche. Et cela me conforte dans mon choix, même si le plus important, c'est encore une fois de s'écouter et de faire le vôtre. Essayez si vous en avez envie. En tout cas, respectez-vous et soyez OK avec le fait de ne pas allaiter si vous n'en avez pas envie. Allaiter ne vous fera pas devenir une meilleure mère. La meilleure maman qui existe, c'est une maman qui connaît ses limites et qui est assez reposée ou équilibrée pour bien s'occuper et répondre aux besoins de son bébé avec amour. Donc faites attention à la culpabilité et aux croyances qu'être une bonne mère, c'est se sacrifier pour tout et tout donner jusqu'à être vidé et finir par faire une dépression postpartum. On a besoin de s'écouter et de se respecter. Concernant le sport, vous savez que je suis une personne assez sportive, je fais très régulièrement du sport. Alors évidemment, ce n'était pas facile de lâcher prise et c'est assez marrant de voir à quel point les femmes sont différentes. J'en discutais avec une copine qui me disait que le postpartum, elle avait adoré car elle n'avait plus rien à faire, elle avait le même rythme que son bébé, c'est-à-dire qu'elle dormait ou restait sur le canapé ou sur le lit, elle regardait des films en allaitant, elle prenait le bain avec bébé, tranquille le chat. C'était un rêve pour elle parce qu'elle n'a pas besoin de bouger pour être heureuse ou de s'activer. Moi, personnellement, c'est mon pire cauchemar. J'ai besoin de faire des choses et de sortir pour me sentir bien. On est vraiment toutes différentes, c'est incroyable. Du coup, oui, j'ai fait 5 ou 6 semaines de pause. Je faisais juste un petit peu de vacuum. Vous savez, le vacuum, c'est une méthode qui permet de renforcer la sangle abdominale et qui peut être pas mal pour remonter un peu les organes après l'accouchement, apparemment. Il faut y aller mollo, évidemment. Alors, comment on fait ? Eh bien, il faut donc s'allonger sur le dos, genoux fléchis. On inspire en gonflant légèrement le ventre. Puis on engage le transverse en vidant tout l'air de nos poumons et en expirant par la bouche. On expire très doucement, on fait pas pfff, non, on laisse passer un petit filet d'air, puis lorsqu'on n'a plus d'air, on garde cette contraction, on peut se boucher le nez, on ferme la bouche et on pratique une fausse inspiration, c'est-à-dire qu'aucun air ne rentre réellement dans le corps. Le tout en rentrant le ventre, on expire très doucement, on fait pas pfff, non, on laisse passer un petit filet d'air, puis lorsque l'on n'a plus d'air, on garde cette contraction, on peut se boucher le nez, on ferme la bouche et on pratique une fausse inspiration. On fait comme si on inspirait en gonflant les vertèbres, mais aucun air ne rentre réellement dans le corps. Le tout en rentrant le ventre, donc, le nombril en direction de la colonne vertébrale et l'estomac vers les côtes. Les côtes se grandissent, comme je disais. Tenez quelques secondes, puis relâchez et respirez normalement. Vous pouvez répéter 5 à 10 fois. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube, regardez les tutos. Attention cependant à ne pas faire cela si vous suspectez ou que vous avez un diastasis, une diastase, c'est-à-dire un étirement, un écartement ou une séparation des muscles grand droit sur la ligne médiane. Ce qui n'était pas mon cas, ouf. J'ai repris très doucement les mouvements et j'ai acheté un petit programme de sport post-grossesse à mon rééducation de Jessica Mellet, très doux. Ça s'appelle Programme post-grossesse 8 semaines et ce n'est pas très cher puisque c'est à 97 €. Je vais être honnête, je me suis un peu ennuyée parce que je suis du genre à faire beaucoup plus évidemment, mais je pense vraiment que ça peut faire du bien au moral et ça permet de se reconnecter à notre corps en douceur ainsi que de commencer à se renforcer doucement. Donc si vous avez besoin d'un truc assez doux, mais qui vous fait un peu bouger, ou vous refait regagner un peu de confiance, je vous le conseille. Je suis sûre qu'il y en a d'autres évidemment. Et cette relation avec bébé alors ? Quand il est sorti de moi, j'ai pas eu une vague d'amour qui m'a inondée. Comme je vous ai dit au début de ce podcast, je me souviens surtout avoir vu la terreur qu'il ressentait, le fait qu'il ne comprenait évidemment pas ce qu'il venait de vivre, et ça m'avait littéralement touchée et donné envie de le protéger encore plus. Mais le lien s'est construit de jour en jour. Il faut savoir que ce n'est pas forcément inné, ça arrive à des femmes, mais pour d'autres il faut plusieurs mois. Je connais des personnes qui ont même dû aller voir des psys pour être aidées à établir un lien avec leur bébé, ou d'autres qui ont mis du temps tout simplement. Des fois, c'est aussi dû à des accouchements traumatiques. Peut-être qu'inconsciemment, on se dit que c'est la faute de notre bébé si on se sent aussi mal. Je ne sais pas, ça dépend. Mais dans tous les cas, j'ai appris à le connaître, je l'ai vu évoluer, et puis c'est pas parce que tu as fabriqué ton petit bout que tu le connais. Tu ne sais pas à quoi il va ressembler, tu ne sais pas quelle va être sa personnalité, tu ne sais pas s'il va être facile ou compliqué. Finalement, c'est le mystère absolu. Tu sais juste qu'il est dans ton ventre. Je pense que j'ai vraiment commencé à ressentir de l'amour autour du 4e mois, mais je dirais que le lien se fait au fur et à mesure. Et là, au moment où je fais le podcast, il a un peu plus de 6 mois et je vois vraiment que je l'aime de plus en plus. Je me souviens qu'à un moment, ça me faisait même un peu peur parce que plus ton ego s'attache, plus évidemment il a peur de perdre ce à quoi il s'attache. Je me disais que je commençais à vraiment m'attacher et que ça allait être dur quand il allait devenir de plus en plus indépendant. Mais ils sont tellement innocents, ils ont tellement besoin que tu les guides, que tu les rassures. Quand il fait un truc ou qu'il voit quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il entend un son étrange, il nous regarde pour voir comment on va réagir afin qu'il enregistre cela comme safe ou pas.
C'est tellement beau et en même temps ça fait tellement peur, parce que beaucoup de choses se jouent pour lui avec nos propres comportements, d'où l'intérêt de travailler sur soi. Pour ma part, j'ai pris 4 mois de congé maternité, et je peux vous dire que mine de rien, j'ai été super contente de reprendre. Certaines personnes ont du mal à laisser leur bébé au nounou ou autre. Moi, j'avais une totale confiance à l'assistante maternelle à laquelle je l'ai laissée. Si vous pouvez, renseignez-vous vachement au préalable, rencontrez-les évidemment, et allez dans les crèches, les maisons des asthmates, chez les nounous. Allez voir et rencontrer les personnes pour savoir si vous vous sentez de laisser votre futur bébé là-bas. C'est tellement important parce que ces personnes voient plus votre bébé que vous, quoi. Ça m'a fait un bien fou d'avoir enfin du temps pour moi, mais surtout du temps pour travailler à nouveau sur ce qui me passionne, mes podcasts, mes projets, et j'étais encore plus contente de le retrouver le soir. Je sais que certaines personnes choisissent de les laisser 4 jours par semaine pour avoir plus de temps, mais nous, on a une vie bien remplie malheureusement. Après, c'est vrai que quand ils pensent, c'est assez particulier de faire des enfants et de payer des gens pour s'en occuper au bout de quelques mois pendant que toi tu travailles. Le monde est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je dois avouer cependant que ça a été une rentrée bien stressante et que mon système nerveux autonome est toujours dérégulé. J'ai des formations 3 fois par semaine de 2 heures le soir, donc ce n'est pas évident de jongler entre le travail, le bébé, la vie perso, les rendez-vous médicaux, de kiné et les fameuses formations. Avec mon chéri, on avait un accord avant d'avoir le bébé. Il devait s'en occuper le matin et moi le soir. Mais en réalité, ça a changé avec cet emploi du temps et ses formations, mais notamment parce que j'ai tout simplement envie de le voir le matin. Et j'avais pas pensé à cette petite perspective. Sauf que le matin, j'ai toujours une routine importante. Soit je fais du sport, soit je vais me promener, ensuite je médite ou je me connecte somatiquement à mon corps. Et ensuite, je travaille sur mes projets perso. Mais comme j'ai tellement envie de le voir, moi qui me levais pas trop tôt de base, vers 7h30 ou 8h, même 8h15, maintenant je me réveille à 6h50 pour avoir le temps de faire mon sport avant de pouvoir profiter de bébé. Cela veut dire qu'au lieu de me coucher vers minuit, je me couche maintenant vers 22h30. Bref, ça m'apprend la flexibilité, mais c'est juste une période en fait, c'est même intéressant. Ça reviendra plus tard et c'est assez sympa finalement de changer de rythme. Au niveau du dodo, je dois l'avouer, on a un bébé plutôt cool. Une copine qui est venue dormir à la maison il y a quelques temps me disait qu'elle a mis 13 mois pour que sa petite fasse ses nuits et encore, à 18 mois, elle se réveille souvent, une fois par nuit. Une autre personne avec qui je parlais me disait qu'elle a mis 4 ans avant que l'enfant fasse ses nuits et son chéri a fini en hôpital psychiatrique. En fait, cette petite avait un problème de clapet, ce qui peut arriver, mais qui est assez horrible pour le pauvre bout de chou. Alors oui, ça peut être très compliqué pour certaines personnes, et j'avais vraiment peur de ça, mais quand j'étais enceinte de lui, je sais pas si ça a marché, je vous dis ça comme ça, je lui ai vraiment demandé d'être cool au niveau du dodo. Il a fait ses nuits mine de rien à 2 mois et demi, on s'estime chanceux, même si ça peut changer car il y a des phases. Il se réveille encore quelques fois pour qu'on lui remette la tutute dans la bouche quand même, mais hormis ça, on est plutôt tranquille. C'est un bébé assez cool, il a juste des reflux et c'est tout. Ma sœur m'a conseillé de prendre le lait des petits culottés, qui est très sain, car effectivement, on trouve de tout sur le marché et certains ont vraiment une qualité médiocre. En tout cas, on suit la satiété du bébé, c'est-à-dire que s'il a faim, il a faim. Je suis pour renforcer son interoception, c'est-à-dire la perception de ses sensations internes, et donc sa sensation de faim. Je ne veux pas le nourrir parce que c'est censé être l'heure. Chaque bébé grandit avec un rythme différent, je préfère écouter le sien. Lui, pour le moment, prend par exemple plus de biberons que ce qui est recommandé à son âge, mais avec une quantité plus réduite. Je ne vais pas le forcer à avaler plus s'il n'en veut pas. De même, il adore les purées de légumes qu'il est en train de goûter, comme d'autres bébés n'aiment pas ça et préfèrent le biberon. Alors voilà, c'est une sacrée aventure qui a ouvert une belle porte remplie d'amour. Il est vrai que quand tu es attaché à ton bébé, la moindre petite évolution de lui te rend si heureuse et illumine ta journée, et c'est incroyable de voir à quel point ils évoluent rapidement. Chaque semaine, il apprend quelque chose, c'est impressionnant, le corps est formidable. Alors oui, ça passe vite finalement, et chaque semaine est une découverte. Au bout de 6 mois, je peux bel et bien dire que je ne regrette pas cette aventure, même si évidemment c'est tôt pour en parler et je sais qu'il y aura des challenges, mais avec ce challenge, je crée beaucoup d'amour et je pense sincèrement que les enfants t'apprennent énormément de choses. Leur innocence, leur liberté, leur authenticité est inspirante. Ça t'oblige également à travailler sur toi pour être le meilleur de toi-même et lui donner la meilleure éducation. Évidemment, ça sera jamais parfait, on est tous un work in progress. J'ai hâte qu'il illumine encore plus nos Noëls et de fêter ses anniversaires. Moi qui ne voulais pas de bébé, je peux vraiment dire que je suis heureuse d'avoir travaillé cette peur et de l'avoir transmutée, car j'ai encore plus d'amour qu'avant, et j'ai tellement envie de lui en donner plein. Bien évidemment, il n'est pas nécessaire de faire un enfant pour réussir sa vie, mais je trouve qu'il rend effectivement la vie plus belle. En tout cas, les femmes enceintes sont super fortes, bravo à vous, car quelle épreuve, et ça commence dès les premières semaines de grossesse, je pense à vous. C'est vraiment une sacrée leçon de résilience, une manière de finalement comprendre qu'on est beaucoup plus solide que ce que l'on croit et que nos peurs peuvent évoluer quand on les travaille. Je ne dirais pas que cela arrange le couple pour moi, et je le savais avant, c'est plutôt une épreuve pour le couple, parce qu'on avait peu de moments de connexion, mais c'est aussi un moyen de se redécouvrir. Comme me disait une copine, elle découvrait son mec en tant que papa et retombait amoureuse de lui en quelque sorte.
C'est vrai qu'avoir des moments en famille est rempli de bonnes ondes et renforce également ton couple. On a fait beaucoup de relais entre nous deux au début parce que pas le choix. Puis après, dès qu'on a pu, on a essayé d'intégrer plus de moments à deux. Ne serait-ce que réussir à manger ensemble, c'est une victoire. On aime bien maintenant emmener le bébé à la maison des asthmates, c'est là où on est avec le toutou. Ça permet de se connecter un peu le matin et ça fait du bien avant de travailler. D'ailleurs, Peanut, notre teckel, considère que le bébé fait partie de la tribu. Elle lui lèche les pieds, elle passe derrière les reflux ou les bouts de purée qui traînent. C'est très pratique finalement un chien, et en plus d'être trop mignon. Voilà pour ce solo 17 qui clôt ce chapitre de trimestre de grossesse. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura inspiré, peut-être aidé. J'ai essayé de vous apporter quelques astuces, des petits tools. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram ou même un avis sur Spotify ou iTunes ou là où vous êtes. Bon courage, belle découverte dans votre nouvelle petite vie. À bientôt!